Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. Bienvenue dans La Victoire est en elle, avec encore une femme influente, une femme qui a marqué des générations de sportives et de sportifs, une femme bien dans son temps. C'est Magali Rousseau qui est avec nous. Bonjour Magali. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ça c'est la fiche palmarès de Magali. Ouais, parce qu'elle a fait plein de choses. Plein de choses très très différentes et ça c'est assez génial. Tu as été nageuse. Tu as fait les JO de Pékin en 2008, tu étais sous la, on dit quoi, sous la houlette, sous la coupe, sous la torture de Philippe Lucas. Sous la coupe, c'est bien. Sous la coupe, je dis ça, c'est un camarade, donc c'est vraiment avec beaucoup de respect. En même temps, tu as fait des études aussi après. Ensuite, après la natation, tu as basculé vers le sauvetage. Tu as été multiple championne du monde de sauvetage. Tu continues à faire ça et en même temps, maintenant, tu bosses. Bref, on comprend qu'il y a eu la natation, il y a eu l'après-natation et encore cette évolution qui est géniale. Et puis, il y a la femme que tu es aujourd'hui. Est-ce que j'ai à peu près résumé? C'est un bon résumé, hein, c'est très bien. Tu as 36 ans? J'ai 36 ans, exactement. Donc, ça veut dire que tu as une vie hyper remplie? Assez remplie, ouais. Est-ce qu'une fois qu'on a goûté aux joies des podiums, au plus haut niveau, est-ce qu'on est capable de vivre sans? C'est un peu le problème. C'est un peu le problème et c'est pour ça que je pense que je suis encore là aujourd'hui, à 36 ans. Des fois, je me demande pourquoi je continue et en fait, souvent, ce qui revient, c'est cette envie de retrouver la compétition, l'adrénaline, d'aller chercher la victoire, le podium, ou que ce soit en individuel ou en équipe. Et moi, je sais que je marche à ça et c'est ça qui me fait continuer. Et le plaisir qui va avec aussi, évidemment. Bien sûr. Mais plaisir veut dire aussi, pour gagner, sacrifice, travail, entraînement. Bon, j'ai bien compris, et tu vas nous expliquer exactement ce qu'est le sauvetage, que c'est moins dur que les années Philippe Lucas, où, et j'invite tout le monde à regarder le doc sur Laure Manodou, on la voit travailler avec des vieilles cordes, avec des trucs en bois et un truc métallique, enfin c'est une torture à la Philippe Lucas. Aujourd'hui, tu ne t'imposes plus à ce point-là ces sacrifices. Non, alors aujourd'hui, je ne me les impose plus pour plusieurs raisons, parce que déjà, je pense que ces années Philippe Lucas, moi je me suis entraînée 4 ans avec lui, me servent encore aujourd'hui. Je pense que le corps, il a une mémoire. Et donc ça, pour ça, c'est génial et c'est ce que je dis aux jeunes. Hein. Je ne m'entraîne pas beaucoup aujourd'hui, mais je me suis beaucoup entraînée par le passé. Rappelle-nous avec Philippe, combien vous nagez de kilomètres par jour? Alors moi, j'ai souvenir que j'étais plutôt aux alentours des 18 km par jour. 18 km de natation par jour. Allez marcher 18 km ou allez courir 18 km. Non, là, c'était nager. Vas-y, pardon. Ouais. Et je pense que je nageais plus que ce que je marchais à l'époque. Et aussi parce qu'effectivement, je pense que le sauvetage, c'est une discipline qui est un peu plus nouvelle que la natation. Alors, explique-nous ce qu'est le sauvetage. Alors, le sauvetage sportif, c'est un sport déjà qui est divisé en 2 grandes parties. Il y a une partie en mer et une partie en piscine. Ouais. Et à chaque fois, on va avoir des épreuves individuelles et des épreuves de relais. Et à chaque fois, c'est des mises en situation de sauvetage réel, mais dans un contexte sportif. Donc, c'est toujours le but, c'est d'arriver le premier, donc comme en natation, de toucher le mur le premier. C'est chronométrique. Et là, les années Lucas te servent. Et là, les années Lucas me servent, exactement. Je ne lâche rien à chaque fois jusqu'au bout. Et en mer, pareil, des parcours où il faut arriver le premier. Et on va avoir du matériel. En piscine, on a 6 épreuves individuelles et 3 épreuves de relais. Et par rapport à la natation, c'est qu'on a du matériel. On va avoir des mannequins à aller chercher sous l'eau, à tracter, des épreuves avec, sans palme, et même l'épreuve un petit peu reine, enfin en tout cas moi, celle que je préfère, c'est celle qui combine un peu toutes les techniques. On va venir chausser des palmes en plein milieu de l'épreuve. Et donc voilà. Comment tu es arrivée à ça? Explique-nous d'abord. Ta carrière de nageuse professionnelle s'arrête? Elle s'arrête en 2012. Je dirais. Okay. Même si non qualif pour Londres. Non qualif pour Londres. En 2011, j'ai une blessure. Je commence à avoir d'énormes douleurs à l'épaule. Je commence à perdre toute ma force du côté gauche. Et là, attends, en 2011, tu as quel âge? Donc c'était il y a 13 ans, donc 26? Non, non, moins que ça. 23. 23, exactement. Ok, pardon. Et donc, oui, c'est ça. Et je commence à avoir des douleurs, à perdre ma force. Et là, je sens que je nage plus pareil. Et mes temps étaient en pleine progression. Et d'un coup, ça commence à dégringoler. Et là, donc, tu ne te qualifies pas pour les Jeux de Londres? Je ne me qualifie pas pour les Jeux de Londres.
Et là, je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête le sport parce que ça ne sert à rien de continuer? Et moi, je voulais rentrer en école de commerce via les concours passerelles pour entrer dans une grande école de commerce à l'ESCP. Avec le titre de sportif. Titre de sportif de haut niveau. Donc, certaines écoles permettent aussi à des sportifs de haut niveau d'avoir un concours d'entrée un peu plus allégé. Sauf que sauf que là, je l'avais plus, j'étais plus en équipe de France de natation. Donc l'année où je décide de vouloir rentrer en école, j'avais plus ce fameux statut. Et je me suis dit, je vais arrêter, c'est pas grave, je vais changer. Et là, on me dit, des personnes dans la natation connaissaient mon projet, ils m'ont dit, mais Magali, mets-toi au sauvetage, tu vas voir, tu vas faire ça pendant 1 an. Avec ton passif de nageuse, ça va être facile, tu vas rentrer en équipe de France, et puis tu auras ton statut, et puis tu pourras t'arrêter, et puis repartir en école de commerce. C'était ça le but initial, faire 1 an de sauvetage, puis 11 ans Sauf plus tard. 11 ans plus tard 11, même 12 ans plus tard, j'y suis encore. Avec combien de titres de championne du monde? Alors, je crois que j'en ai 8 en individuel, et en tout, avec les relais, je crois que ça doit faire à peu près une quinzaine, il me semble. Est-ce que, psychologiquement, passer de la natation individuelle, entre guillemets, au sauvetage, est-ce que ça a été facile? Comment ça s'est passé? Ça a été assez facile parce que finalement, la base du sauvetage, c'est de savoir nager, surtout pour la partie piscine. Il y a des points techniques qu'il a fallu apprendre, mais ça s'est fait en à peu près une année. J'arrivais à bien maîtriser ces points techniques. Et puis moi, je suis arrivée sur un moment où c'était encore... le niveau n'était pas le même. Là, ça va faire une dizaine d'années que le niveau international s'élève en sauvetage sportif. Donc, je suis arrivée aussi à un moment où le niveau était peut-être un petit peu plus accessible. Il y a beaucoup d'anciennes nageuses ou d'anciennes nageurs qui viennent aussi au sauvetage? Et il y en a de plus en plus. Et puis, surtout dans d'autres pays aussi. On va retrouver en Italie beaucoup d'anciens nageurs ou même de personnes qui ont ce double projet, natation et sauvetage. En Australie, c'est pareil. On a une des meilleures nageuses mondiales qui est championne du monde en petit bain sur 800 et 1500 mètres nage libre et championne olympique sur le 4x2 avec l'équipe d'Australie, qui fait du sauvetage sportif à côté. Juste une précision, c'est pas pour être MNS, hein, c'est pas pour être sur la guérite à la plage qu'on fait du sauvetage. Non, alors c'est vraiment décorrélé du côté professionnel, mais par contre on a beaucoup de personnes, enfin beaucoup, il y en a certains qui travaillent aussi l'été sur les plages en tant que sauveteurs, donc qui ont vraiment cette double casquette, mais on n'est pas obligé de faire l'un pour faire l'autre, hein, donc finalement c'est vraiment décorrélé. Mais à la base en fait ce sport-là, ça a été créé en Australie parce que les sauveteurs professionnels, donc qui surveillaient les plages, ont décidé de créer des compétitions entre eux, interpostes, pour pouvoir justement améliorer leur performance et se tester et être meilleurs dans leur profession. Est-ce que ça t'a déjà servi? Quand je dis servi, c'est côté utile. Et est-ce que tu t'es retrouvé un jour à sauver des gens ou pas? Pas encore, non. Pas encore, tant mieux. Donc tu as continué, enfin tu as poursuivi tes études, tu as intégré le SCP. Ouais. Que tu as obtenu? C'est ça, j'ai eu mon diplôme en 2017. Je suis rentrée déjà à l'ESCP, donc je suis rentrée en 2000, donc j'ai commencé 2014, parce que du coup le statut, il faut 1 an pour l'avoir, donc au final il y a eu un petit couac qui a fait que c'était bien, j'étais contente, j'ai pu continuer une année de plus le sauvetage à plein temps. Et donc j'ai intégré en début 2014. J'avais décidé d'arrêter le sport, je me suis dit allez maintenant c'est bien, j'arrête le sport, et puis au bout d'1 an je me suis dit c'est pas possible, ça manque, il manque quelque chose à ma vie. Je la trouvais un peu fade, en fait, ma vie par rapport à ma vie d'avant. Qu'est-ce qui te manquait? L'adrénaline, le fait de, chaque année, quand on débute une saison sportive, on sait qu'on va avoir un objectif en fin de saison. Et on sait qu'en fait, nos journées, elles vont être cadrées, elles vont être rythmées, nos journées, semaines, mois, par cet objectif. Et en fait, on a ce petit objectif moi, c'est un petit peu cette flamme en nous qui nous dit... je vais avoir quelque chose d'excitant et de passionnant à la fin de l'année et je sais que je vais avoir ce challenge-là à aller chercher. L'entraînement peut-être aussi, non? C'est pas un stimuli, ça? En fait, ça reste un peu une drogue aussi, hein, l'entraînement et le sport. Et c'est vrai qu'on se sent bien à faire du sport de manière régulière. Et moi, quand j'ai arrêté donc j'ai quand même arrêté pendant 1 an, j'avais des douleurs partout, mon corps me faisait mal et je me sentais... t'as arrêté parce que tu avais des douleurs. C'est pas l'arrêt qui a fait que tu as eu des douleurs. L'arrêt a fait que j'ai eu des douleurs. Donc après, je pense qu'aussi, on a un passif de sportif où on a tellement tiré notre corps que quand on perd et quand on fond musculairement, notre corps nous rappelle qu'effectivement, on a peut-être un peu beaucoup tiré dessus. Mais je pense qu'aussi, le sport amène une certaine forme de bien-être. Quand on fait du sport, on est en forme, musculairement, même en termes de dopamine. Mentalement. Mentalement, exactement. On se sent bien.
Alors, ce qui est génial, et c'est aussi pour ça que tu es là avec nous aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tu as cet équilibre sportif et professionnel. Raconte-nous ce que tu fais, parce que ce que je disais à Magali tout à l'heure en préparant l'émission, je dis oui, il y en a là-dedans. Hein. Moi, je me suis reconvertie aussi. J'ai fait d'autres formations pendant que j'ai profité du Covid, donc en 2021. Et j'ai appris à coder et je suis allée sur tout un autre domaine qui s'appelle la data science. Et maintenant, je forme des gens, je leur apprends à coder et j'apprends aussi aux gens à utiliser plein d'outils qui vont leur permettre d'aller soit entraîner des modèles pour faire de l'intelligence artificielle, soit des outils qui sont liés à tout ce qui est intelligence artificielle. Donc voilà, des choses... En gros, on ne peut pas faire mieux ou plus connecté que toi. Bah, c'est vrai qu'on me dit souvent... Avec le monde d'aujourd'hui et de demain, je veux dire. Exactement. Hein. Parce que les enjeux, ils sont là. Hein. Enfin, beaucoup là. Ouais. Bah, c'est hyper passionnant parce que c'est au cœur de ce qui se fait en ce moment et de ce qui se passe. Et moi, je suis très curieuse. Donc je suis contente aussi de pouvoir tous les jours apprendre énormément de choses dans un sujet qui émerge. Et ça fait du bien d'avoir les deux côtés. Oui. Ouais. L'aspect transmission te plaît aussi? L'aspect transmission me plaît. En termes de formation, ça me plaît. Et transmission. Alors, je ne sais pas, transmission du domaine professionnel ou sportif? Là, je parlais du pro, mais on peut peut-être parler du sportif s'il y a cet aspect-là aussi. Bah, c'est vrai que du côté sportif, aujourd'hui, moi, j'arrive plutôt en fin de carrière et j'ai vraiment cette envie de pouvoir transmettre aux jeunes générations et de laisser un héritage pour leur donner envie de continuer à développer ce sport et notre sport et même le sport de manière générale. Et je sais que c'est en tout cas, c'est quelque chose qui m'anime cette année sur cette fin de carrière, c'est aussi de transmettre aux jeunes générations. Donc, et côté pro? Et côté pro, transmettre, toujours parce que les gens... moi, j'aime bien quand les gens apprennent des nouvelles choses et à la fin, me disent c'était super, on a appris plein de choses, on s'est régalé, donc voilà. Magali, tu es quand même dans un domaine qui est le modèle d'aujourd'hui, un peu obscur, mais la courbe, elle est comme ça. Et on sait que demain, le monde ne sera dirigé que par beaucoup par des éléments comme ça, où il y aura ces aspects-là qui vont rentrer en ligne de compte. Alors, évidemment, il faut la bonne idée, le bon outil, tout ce que tu veux. Il n'y a pas des moments où tu as envie de monter une boîte? C'est pas une critique, hein? J'y pense. J'y ai pensé. Après, il faut... La bonne idée, les bonnes personnes. Exactement. Mais c'est des choses j'y pense. Et c'est vrai que je pense que le côté un peu sportif fait que... j'ai l'impression qu'on a un peu une âme d'entrepreneur parce que notre carrière, on l'a gérée comme si c'était aussi un peu un projet, une boîte, quelque chose comme ça. Et on se remet en question à chaque compète. On se remet tout le temps en question, exactement. Donc, on n'a pas des choses où on fait des choses tout le temps... les mêmes choses tous les jours. On est tout le temps obligé d'aller chercher la nouveauté, se remettre en question. Et c'est vrai que j'y pense. J'y pense. Aujourd'hui, c'est une des possibilités. Tu reviendras nous en parler. Exactement. Mais est-ce que tu serais déçue si ça n'arrivait pas? Alors après, il faut trouver le bon projet, les bons associés et tout ça. Mais non, je ne serais pas déçue parce que je me dis que si ça n'arrivait pas, c'est que peut-être que j'aurais trouvé autre chose qui me plairait aussi. Parce que aussi intégrer être dans une grande entreprise qui est dans ce domaine de l'intelligence artificielle, je pense que ça peut être aussi passionnant. Donc c'est que finalement, j'aurais trouvé autre chose qui me passionne aussi. Tu as regardé les JO de Paris, évidemment. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était magnifique. C'était beau. On a eu des très beaux jeux, en plus des résultats incroyables. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir passer un peu de temps au Club France aussi et de voir une ambiance magnifique. Les gens, l'engouement qu'il y a eu de la part des Français, c'était merveilleux. Quand on entendait scander le nom de Léon Marchand, alors qu'il y a quelques années, les gens ne connaissaient pas vraiment la natation avant leur Manodou, les gens ne savaient pas citer un nageur, ou très peu, en tout cas, c'était très rare. Il y en avait très peu. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Quand on voit les coupes budgétaires dans le budget France et sport, ça génère quoi en toi? Moi, je suis hyper inquiet. Pareil, c'est dommage. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu ce soufflet avant et pendant les Jeux. Et maintenant que c'est fini et qu'on n'a plus vraiment besoin du sport, on le laisse de côté. Alors qu'on se disait, il y aura un héritage. Il y aura exactement. Alors aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de sportifs parler, ce qui se faisait beaucoup moins avant. Donc, et les têtes d'affiche. Hein. Exactement. Donc, en espérant que ça puisse faire bouger les choses. Mais le sport, c'est hyper important. On l'a vu dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau, même pour le bien-être des gens, que les gens se mettent au sport. Et ça, c'est grâce aussi aux sportifs et aux résultats des sportifs et que les gens sont inspirés derrière pour pouvoir venir
s'impliquer beaucoup plus dans le sport. Le sauvetage n'est pas encore olympique. Non. Le sera? On espère. 2032, Australie, Brisbane. Et il faut savoir que Brisbane, donc à côté, il y a la Gold Coast. La Gold Coast, c'est le berceau du sauvetage sportif. Et moi, quand je suis en France, les gens, quand je leur dis que je fais du sauvetage sportif, ils me regardent en me disant qu'est-ce que le sauvetage sportif? En Australie, on arrive. Moi, la première fois que je suis arrivée en Australie, en Nouvelle-Zélande, je dis je fais du sauvetage sportif et je m'apprêtais à leur expliquer. Ils me disent mais non, mais tout le monde connaît le sauvetage Bien sportif. Et donc, du coup, la Fédération internationale de sauvetage sportif et d'Australie sont en train justement de rentrer en campagne pour faire rentrer le sauvetage sportif en tant que sport rajouté par le pays organisateur en 2032 sur la Gold Coast. Et ça doit te titiller. Alors, pas en tant que sportif, parce que là, si on fait le calcul... J'aurai quelques années. Exactement. Mais en tout cas, j'aimerais être partie prenante aussi pour faire en sorte que le sport se développe, qu'il soit beaucoup plus connu, parce que je pense que c'est un beau sport qui a en aussi... France ou d'une manière générale? D'une manière générale, mais déjà en France. Si en France, on arrivait à le rendre beaucoup plus médiatique et beaucoup plus connu, peut-être que ça donnerait aux jeunes l'envie de venir tester ce sport. Quand est-ce qu'on saura si officiellement c'est olympique en 2032? Je crois qu'il faut attendre encore une petite année. Ok, donc ça veut dire qu'on aurait le temps malgré tout de former des nageurs ou des nageuses en France pour être prêts pour 2032. Bien sûr, exactement. On aurait le temps. Ah oui, là on aurait le temps. Et puis de former des nageurs ou même de donner envie à des nageurs d'avoir ce double projet, parce que c'est un double projet qui fonctionne très bien, d'allier natation et sauvetage. En fait, on ne s'entraîne pas spécialement pour sauvetage, on a une base de natation et on vient rajouter des éléments techniques par-dessus pour pouvoir justement manier tous les éléments techniques et être plus à l'aise avec les mannequins, les palmes, etc. On a les images de ton titre de championne du monde, 200 mètres super sauveteur. Exactement. On va les regarder. J'aimerais bien que tu les commentes et que tu nous dises exactement. Explique-nous. Alors là, on commence par 75 mètres, donc c'est un bassin de 50 mètres où on nage, donc il faut savoir nager, donc là on commence par nager. Et au 75 mètres, il y a un mannequin qui est immergé au fond de l'eau. Ce mannequin, il pèse en fait 40 kg, mais il simule une victime de 70 kg parce que c'est un mannequin qui ne flotte pas. Et là, vous voyez, on va le récupérer au fond de l'eau. Et là, on doit le tracter, donc on le ramène et on doit le garder en main jusqu'à ce qu'on touche le mur. Et donc là, on fait du crawl, mais qu'avec un seul bras. Avec un seul bras. Donc, on a développé des techniques qui ne sont pas forcément celles qu'on utilisera en cas de sauvetage réel, mais en tout cas, on le ramène vite. Et là, on touche le mur. On a des palmes et une bouée tube, c'est le pain de mousse jaune qu'on vient récupérer, on vient chausser, on met la bouée tube. Vous avez vu, en 3 secondes, c'est assez rapide. Et là, surtout on repart. Chez toi, visiblement. Ça Parce va. Que là, tu leur as collé 2 mètres. Et là, on repart en nageant avec cette bouée tube et les palmes. On a un mannequin à moitié rempli cette fois-ci, donc qui simule une victime encore consciente parce qu'elle flotte. Et là, on entoure avec le pain de mousse et on vient retracter la victime, enfin le mannequin jusqu'aux 200 mètres. Et là, je peux vous dire que ça fait mal aux jambes. Oui, effectivement. Aux jambes, aux épaules, partout, quoi. Ouais. Et donc voilà, et le but c'est vraiment on n'a pas de note technique sur comment on ramène le mannequin, c'est vraiment d'être le plus rapide tout en respectant un certain nombre de règles. On a quand même des règles, comme en natation où il faut toucher à 2 mains le mur en brasse et en papillon, là aussi on a des règles à respecter. Et ça c'est vraiment ta spécialité? C'est ma spécialité parce que c'est une épreuve que je trouve, elle est dure mais ludique parce qu'elle combine plein d'aspects techniques et il faut tout savoir faire en fait. Donc, Et peut-être que quand on a vécu, tu as fait combien, 4 ans chez Philippe Luxin? J'ai fait 4 ans avec Philippe. 4 années très exigeantes, très dures, de sacrifices, où on mange natation, on dort natation. Waouh! Mais c'est ce qui fait qu'on arrive à des sommets, en tout cas certains. L'aspect ludique, il est essentiel. Exactement. Moi, c'est ce pourquoi aujourd'hui je continue aussi le sport. J'ai retrouvé un plaisir dans le sport depuis que je fais du sauvetage aussi, que j'avais un peu perdu avec la natation sur la fin de carrière, aussi peut-être parce que j'avais des blessures, mais j'ai retrouvé ce côté un peu ludique. Et voilà. Comment on fait dans une discipline comme la natation qui est tellement dure, tellement exigeante? Pour moi, il n'y a pas plus dur, quoi. Tu vois jamais le paysage, quoi. Tu vois des carreaux et t'enchaînes les kilomètres, 18 par jour. C'est juste un truc de fou. Comment on fait pour trouver du plaisir quand il n'y a pas de victoire? Parce que quand il y a des victoires, on comprend, quoi. Ah, t'es champion d'Europe, t'es champion du monde, t'es champion olympique. Mais quand il n'y a pas ça, quand on échoue à rien en plus, et puis parfois, il suffit que tu sois mal tombé parce que tu es face à une génération où tu as 1 ou 2 filles qui sont intouchables, quoi. Exactement. Ou des fois, il suffit d'être malade le jour J et ouais. voilà.
et toute une 4 ans partent en fumée. Mais comment on trouve du plaisir? C'est dur, c'est dur. Après, je pense que nous, on trouvait du plaisir à l'entraînement avec Philippe tous les jours parce qu'on vivait chaque entraînement comme une compétition et comme un challenge. Donc les jours où on était à l'entraînement, on arrivait à faire des bons temps, parce qu'il arrivait à vous mettre dans ce... Il arrivait à nous mettre là-dedans et c'est là où il a toujours été très fort, c'est qu'il arrivait vraiment à créer cette émulation à l'entraînement et à nous faire nous dépasser et on voyait l'entraînement comme un challenge. Et on était content d'aller faire des choses qu'on ne pensait jamais être capable de faire. Et c'est ça vraiment qui nous motivait. Alors, je ne vais pas vous mentir, moi, surtout, tous les matins, c'était très compliqué. Et je n'étais pas matinale. Parce que c'est à 6 heures dans l'eau? Nous, c'était 6h30. Ça va, on avait la demi-heure supplémentaire. Oh, piscine extérieure. Hein. En piscine extérieure. Donc à Melun? Moi, j'ai eu de la chance, je l'ai rejoint à Canet-en-Roussillon. Ah. J'ai eu beaucoup de chance. C'est un peu plus chaud. Exactement. Ou moins froid. Et on habitait juste en face de la piscine. Okay. Donc, on traversait la piscine, on s'échauffait à sec, on plongeait dans l'eau à 6h30. Ça durait en moyenne 2h30 à 3h. On rentrait chez nous, on se reposait parce qu'on était rincés. Et puis, on repartait en muscu un jour sur deux. Et sinon, à 16h, on était dans l'eau de nouveau pour 3h, 2h30, 3h dans l'eau. Et il y a des fois où ça passait bien, où on prenait du plaisir à l'entraînement parce qu'on était bien, on se sentait bien, on arrivait à faire des choses incroyables dans l'eau. Et puis des fois, c'était dur, on pleurait dans les lunettes et on attendait, on serrait les dents et jusqu'à ce que l'entraînement soit fini. Mais c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui tu brilles dans le sauvetage, c'est ces années natation qui, en plus du reste, hein, on ne va pas dire qu'il n'y a que ça évidemment, mais ça aide beaucoup, quoi. Ouais. J'imagine aussi que les copains, les copines qu'on se fait, avec qui on en bave, avec qui c'est essentiel. Tu t'en revois encore, ça a constitué des liens à vie. Ouais, moi j'ai mes meilleurs amis qui viennent de ces années Lucas. À l'époque, il y avait la meilleure brasseuse de France, qui s'appelle Coralie. Et aujourd'hui, je sais que c'est quelqu'un avec qui je serai toujours en contact. J'ai d'autres amis, pareil, je sais qu'on sera toujours proches. Ces années, elles ont créé des liens. Elles ont créé des liens, effectivement. Et dire que tu as failli ne jamais nager, faire de la danse. Ouais, c'est vrai. Enfin, j'aurais toujours nagé parce que j'ai un papa qui m'a mis dedans, quand même. Ouais, qui faisait ça, hein. Qui faisait ça. Et qui, dans tous les cas... voilà, c'était pas une option, il fallait dans tous les cas apprendre à nager, savoir nager, et ça c'était obligatoire pour pouvoir... en plus on avait une piscine à la maison, donc pour la sécurité c'était obligatoire. Mais moi je faisais de la danse classique au Conservatoire de Paris, enfin dans un conservatoire, et j'adorais ça. J'adorais la danse classique, et c'est vrai quand j'étais jeune, j'aimais un peu moins nager. Est-ce que tu penses que mentalement... est-ce que le mental faisait partie de tes atouts? Pas au début. Au contraire, le mental, alors il y a deux aspects. Moi, j'ai toujours été une bosseuse, donc le côté bosseuse a été un atout pour moi. Par contre, j'ai jamais eu une grande confiance en moi sur mes années natation. Et c'est d'ailleurs, Philippe me le disait souvent, il faut que tu prennes confiance en toi. Et je l'ai toujours su que c'est ce qui me manquait, cette confiance en moi que j'ai retrouvée là dans les années. Je pense après, avec l'âge aussi, on a aussi plus de recul sur les choses. Oui. Et, voilà. Parce que tu as commencé chez Philippe, tu avais quel âge? Moi, j'y suis arrivée un peu plus tard, j'avais 18 ans. J'ai attendu de passer le bac. Okay. Parce que voilà, je savais que mener ce double projet aurait été peut-être un petit peu compliqué. Et les études aussi faisaient partie, c'était important dans la famille d'avoir quand même le bac en poche à minima et de pouvoir poursuivre des études après. Tu es Magali, une femme inspirante. On va parler encore d'une autre femme inspirante dans Sacrée Championne avec le magazine Au Féminin et sa rédactrice en chef Julie Caron qui va nous rejoindre. Et Julie est donc avec nous comme prévu. Bonjour ma chère Julie. Bonjour Alexandre et bonjour Magali. On reste dans l'eau ? Oui, on reste dans l'eau et on va même plonger ensemble dans une histoire qui mêle à la fois courage, résilience et dépassement de soi. Alors ces trois valeurs qui résonnent forcément quand je vais évoquer le parcours de celle dont je vais parler aujourd'hui, Yousra Mardini, mais aussi qui peut tout à fait s'adapter à votre parcours Magali. Alors, est-ce que vous la connaissez Yousra, toi tu avais déjà entendu parler d'elle ? Non. Toi Magali, Moi, peut-être ? J'ai déjà entendu parler. Alors, Yousra Mardini, c'est une athlète syrienne qui, elle aussi, a consacré sa vie à la natation, mais qui a aussi sauvé des vies dans des conditions tout à fait incroyables. Donc, imaginez, on est en 2015. À ce moment-là, Yousra, elle n'a que 17 ans lorsqu'elle est obligée de fuir la Syrie, qui est en guerre à ce moment-là. Elle est avec sa sœur Sarah. À ce moment-là, elle fait partie de l'équipe nationale syrienne de natation et elle doit fuir son rêve d'enfance à cause des événements géopolitiques. Bien sûr.
Donc, comme beaucoup de réfugiés à ce moment-là, leur périple les mène en Turquie. Là, elles embarquent dans un petit bateau pneumatique avec 18 autres réfugiés. Mais voilà, en pleine mer Égée, le moteur il tombe en panne. Ce qui aurait pu devenir une tragédie, comme on en entend beaucoup. Bien sûr. Malheureusement, en fait, ça va se transformer en un acte vraiment héroïque, puisque Yousra, avec sa sœur et 2 autres passagers, ils se jettent à l'eau. Et là, pendant plus de 3 heures, ils vont nager, tirer le bateau pour le maintenir à flot, en fait, et affronter les vagues, mais aussi et surtout leur propre fatigue. Et c'est une happy end, puisque tout le monde a réussi à être sauvé de ce périple. Donc voilà, à ce moment précis, Yousra, elle nageait pas pour battre des records, elle nageait pas pour décrocher une médaille, mais bien pour survivre, pour sauver des vies. Et donc c'est bien pour ça que j'ai voulu parler d'elle aujourd'hui et de son histoire. Tu as bien fait. Je me souviens tout à l'heure, tu nous disais que quand tu tractes un mannequin qui représente l'équivalent d'une personne de 70 kilos, c'est très, 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 très lourd. Là, on imagine un bateau, même si c'est un semi-rigide, mais avec 4 ou 5 personnes. Ouais. Combien de personnes ? Ils étaient 18 et 4 à l'eau, donc 14 qui restaient à bord. Ça doit être très lourd et dans des conditions aussi quand même assez extrêmes. En pleine mer. La peur et ainsi de suite. Quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que physiquement, c'est... C'est très, très, très compliqué, je pense. Ouais. Ah ouais. Et donc, bon, son histoire, elle ne s'arrête pas là, même si elle aurait pu, c'était déjà pas mal. Mais donc, quand elle arrive finalement à sa destination, qui est l'Allemagne, elle choisit de continuer. Donc, Turquie, puis Allemagne. Voilà, ensuite, la destination en Europe, c'était l'Allemagne. Et là, elle reprend l'entraînement tout de suite. Et à peine plus d'1 an plus tard, après son arrivée en Allemagne, eh bien, elle réalise un exploit inédit puisqu'elle se qualifie pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Au sein de la toute première équipe des réfugiés du Comité international olympique. Oui. Donc c'est la première fois qu'il y a cette équipe qui est créée. Et donc à seulement 18 ans, à ce moment-là, elle devient un symbole d'espoir pour des millions de déplacés à ce moment-là. Et elle va répéter l'exploit puisqu'en 2021 pour Tokyo, elle est à nouveau qualifiée. Entre-temps, elle devient ambassadrice des Nations Unies pour les réfugiés. Elle use ainsi en fait, de sa voix pour raconter son histoire et sensibiliser le monde à ce sujet. Et donc son parcours, il est si puissant qu'il a fait l'objet d'un livre, mais aussi il a été porté à l'écran dans le film Les Nageuses, qui est sorti sur Netflix en 2022. Je vous le conseille. C'est à la fois un film qui retrace donc ce périple dont je viens de vous parler, entre danger et détermination, mais c'est surtout cette histoire indéfectible d'amour entre elle et sa sœur. C'est vraiment une histoire poignante et inspirante et elle montre bien aussi que les vagues que l'on affronte dans la vie, elles forgent la force nécessaire pour avancer. Et donc c'est pour ça, en pensant à Yousra, mais ça vaut aussi pour vous Magali, je me dis qu'en fait ce qui fait une championne, en fait c'est pas seulement les médailles ou les podiums, c'est vraiment aussi ce qu'on va donner aux autres, ce qu'on va inspirer. Et donc vous êtes 2 femmes, chacune à votre manière, qui prouvent que le sport c'est bien plus qu'une discipline et des résultats, c'est des parcours de vie. Et donc pour conclure, j'aimerais citer Yousra dans une interview qui nous dit « Dans la vie, il ne s'agit pas seulement de gagner ou de perdre, mais de grandir et d'apprendre. Et pour cela, le sport est la meilleure école. » Bravo. Et on la voit porter la flamme olympique à Paris. Magali, je dis une bêtise si je dis que les nageurs ou les nageuses peuvent, alors pas sont, parce qu'on sait que parfois c'est difficile de faire la bascule avec la vie réelle derrière, mais que ça peut forger des personnes avec un mental exceptionnel et une force incroyable. Ah oui, mais totalement. Totalement, les sportifs. Je pense que de plus en plus en France, on commence à reconnaître les sportifs de haut niveau pour cette dimension-là aussi. Et en entreprise, c'est valorisé. Eh oui. Le côté, quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Quelles que soient les épreuves à surmonter, j'irai jusqu'au bout. Et des fois aussi, les épreuves très difficiles à surmonter, ça peut être plus motivant que démotivant. Bien sûr. Mais c'est vrai que là, sur le parcours que vous nous avez cité, moi je le trouve très, très inspirant. J'avais vu le film et on parle de nager pour réaliser des exploits, mais déjà nager pour savoir être en sécurité nous-mêmes et sauver les gens. Moi je trouve ça magnifique parce que ça illustre très bien aussi. Je comprends ce que tu veux dire. Une photo pour terminer ? Oui, l'image du jour. Oui, l'image que j'ai retenue de ces derniers jours, c'est celle de l'équipe de short track française en relais mixte qui a été sacrée championne d'Europe ce 19 janvier en Allemagne. Et dans l'équipe, on a donc 3 patineuses qui ont ainsi reçu la médaille d'or et se placent sur les toits de l'Europe. Donc félicitations à Aurélie Lévesque, Chloé Olivier et Gwendoline Daudet, ainsi qu'à leurs 3 coéquipiers masculins.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Julie. Merci, Magali, d'avoir été avec nous. Bon retour sur les bassins, en mer et en entreprise. Exactement. Merci. On a fait le tour. On a fait le tour. Et merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Salut.